L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Logement adapté, ça peut être déjà logement construit différemment, hein. C'est déjà alors dans la conception et dans la réalisation, d'accord? Quand je dis construit différemment, c'est peut-être avec des matériaux nouveaux qui sont réclamés, hein, d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on peut dire plus produit localement, plus respectueux de l'environnement, plus qualitatif aussi, hein. C'est-à-dire, on imagine un logement dans lequel on se sent bien et on sait que notre santé, notre sécurité seront préservées quoi qu'il arrive. Donc, des logements qui peut-être vieillissent mieux. Quand je dis construit différemment, c'est aussi dans lesquels on a pris le soin d'interroger par avance les futurs habitants pour vraiment adapter, plutôt que de faire du prêt-à-porter, hein, avec des T2, des T3, des T4, avec la même taille de salle de bain, la même taille de ça, des logements dans lesquels finalement le futur habitant a son mot à dire. Voilà, donc ça, c'est aussi, c'est des formes un peu plus participatives, hein, en quelque sorte, qui aujourd'hui sont quand même très embryonnaires, hein. Alors, je ne vais pas jusqu'au logement dans lequel, il y a de l'autoconstructeur, parce que nous, là, en tant qu'assureur, ça nous pose d'autres problèmes, hein. Mais le logement dans lequel on y a voilà, on a fait travailler, les futurs habitants et cetera pour produire des choses qui leur ressemblent plus. Voilà, ça, c'est important. Après, des logements aussi, l'adaptabilité du logement, c'est d'autres formes de logement. Ça veut dire peut-être, mêler plus qu'on le fait aujourd'hui, des résidences seniors avec, des jeunes, étudiants, faire en sorte qu'ils vivent ensemble. Je sais pas, hein, je peux prendre aussi le fait qu'il y ait des pièces individuelles moins importantes et que sur des populations plus jeunes qui débutent, qui ont moins d'argent, on partage les cuisines, enfin, voilà quoi. On est des condominiums, en fait, dans lequel, il y a un petit peu plus de collectif et un petit peu moins d'individuel. C'est tout ça, moi, ce à quoi ça me fait penser. C'est Et, aussi et des formes de propriété et on est, par exemple, propriétaire du logement que pendant un certain temps et jamais propriétaire de c'est des baux amphithéotiques, hein, et jamais propriétaire du terrain. Voilà ce à quoi ça fait écho dans un premier temps. Et est-ce que vous, dans le cadre de la SAMFTV, puisque tu me disais que vous aviez des ateliers thématiques, enfin des groupes techniques de réflexion, est-ce qu'il y a des points justement par rapport à ces trois axes-là, hein, que je retrouve, hein, puisque dans les solutions, des fois, me permets de projeter, justement, pour moi, l'accès à la propriété est un élément important de réflexion. Mmh. Pour envisager effectivement la mobilité, enfin l'interchangeabilité, des choses comme ça. Quand tu dis donc effectivement cette démarche forme participative, est-ce que vous avez identifié des points clés qui seraient facteurs facilitants et est-ce qu'il y a des points clés qui seraient quand même bloquants? Si on se remet en perspective par rapport à notre métier de base, qui est de délivrer des garanties de responsabilité civile et décennale à toute personne qui participe à l'acte de construire. Mmh. Donc là, j'entends l'architecte, le maître d'œuvre, le bureau d'études, voilà, l'ergonome, l'économiste de la construction et les entreprises qui mettent en œuvre, hein. Nous, ce qui est important, c'est de couvrir toutes les formes de responsabilité que ces constructeurs peuvent avoir. Donc, il y a la loi Spinetta qui finalement instaure une responsabilité présumée et qui, en parallèle, les oblige à être assurés
pour cette responsabilité présumée. Et cette responsabilité, elle joue quand il y a des problèmes de désordre importants, des problèmes de structure, des problèmes de solidité ou des problèmes d'impropriété à destination. Structure, solidité, je dirais, quelles que soient les formes d'habitat, ça ne va pas poser de problème particulier. Après, sur l'impropriété à destination, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que l'impropriété à destination, c'est une notion jurisprudentielle. Mm. Au départ, on est sur des notions de sécurité, de santé, d'hygiène. Mais à partir de là, ça, c'est les grands thèmes. À partir de là, c'est le juge qui qualifie ou pas le logement d'impropre à sa destination. Et là, on peut avoir toutes sortes de jugements. Donc, qualité de l'air, demain, ça peut être une impropriété à la destination. Acoustique, ça peut être une impropriété à la destination. Logement pas du tout adapté pour des personnes handicapées, c'est une impropriété à destination. À partir de là, les points durs, c'est, comme je le disais, l'autoconstruction. Où là, c'est compliqué parce que finalement, on a des gens non sachants qui vont s'immiscer finalement dans l'acte de construire. Normalement, en tant que maître d'ouvrage, ils sont, eux, obligés d'avoir une garantie assurance. Ils vont souscrire une DO et une CNR. C'est ça, Mais ce voilà. n'est pas ça. Hein. Donc, la CNR, elle joue quand je revends. Mais s'il y a des malfaçons à la construction, c'est très difficile pour une entreprise ou pour un BET, par exemple, de dire « Ah, mais il y a eu immixtion du maître d'ouvrage et il faut le prouver. » Parce qu'on est sur une responsabilité présumée pour le constructeur. Donc, c'est très, très, très compliqué. Après, sur les formes de propriété, etc., ça ne joue pas. Que, je dirais, le copropriétaire soit propriétaire simplement des murs ou des murs et du terrain, ça ne va rien changer pour nous. La loi, là, elle est bien faite, elle dit bien qui doit être assuré dans quel cas, notamment DO et puis CNR pour la constructeur non réalisateur pour la revente. Est-ce que vous avez des pistes? Parce que si on dit que ce caractère expérimental où on consulterait un peu plus les futurs habitants et donc forcément, ils vont induire des choses dans l'acte de construire, puisqu'ils vont exprimer des besoins peut-être plus cadenassés. Est-ce que vous avez des pistes pour éviter qu'il y ait du désordre juridique ou autre chose? Alors, ce sera éventuellement un désordre d'abord d'origine technique ou de mise en œuvre qui débouchera sur une contestation, une mise en cause. Ce sera à partir de désordre. Hein, ou de, voilà. Admettons par exemple qu'on ait réuni les futurs copropriétaires, qu'ils aient décidé que pour les façades, il fallait plus de lumière, etc. Nous, notre juge de paix, c'est toujours les normes, les règles techniques. Voilà. À partir de là, on sait faire. L'assurance dommage-ouvrage, c'est une force de rappel parce que normalement, quand l'assureur dommage-ouvrage va étudier la garantie de l'assurance dommage-ouvrage, il va demander un certain nombre de documents, des plans de masse, des plans de coupe, il va demander à avoir les CCTP, il va demander éventuellement si le contrôleur technique est déjà passé au rapport initial du contrôleur technique. Et donc, pour nous, on est une force de rappel, en quelque sorte, hein, puisqu'on peut éventuellement alerter le maître d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage, par exemple, qui se sont réunis, en leur disant « Attention, là, vous avez demandé quelque chose, mais aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose de technique courante. On n'est pas dans une norme ou une règle, un DTU professionnel. Donc, on va couvrir, on va assurer, mais il faut corriger telle ou telle chose. » Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'assurance, hein, le système tel qu'il est, il est bien armé pour ça. Le sujet que l'on voit arriver de plus en plus, c'est, je disais au début, logement construit avec des nouveaux matériaux, des nouveaux produits. On parle de béton bas carbone, on parle de produits biosourcés, il y a énormément d'innovations en la matière. Ça va très vite. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours… Nous, il faut bien comprendre qu'on délivre des garanties de longue durée, c'est-à-dire un bâtiment dont le chantier démarre aujourd'hui, on va le garantir pendant 10 ans après la réception. Donc, c'est important d'avoir du recul sur l'évolution des qualités d'un bâtiment intrinsèque par rapport à cette durabilité que doit avoir le bâtiment.
Donc, nous, on est en alerte. C'est pas qu'on refuse le réemploi, le recyclage, mais on est en alerte. Est-ce qu'il y a le recul technique suffisant pour dire: Ça tient la route» et je suis certaine que dans 10 ans, mon bâtiment, il aura toujours les mêmes qualités thermiques, les mêmes qualités en matière de qualité de l'air, la même durabilité, que les éléments, nouveaux qu'on y a mis ne vont pas les matériaux ne vont pas se dégrader. Les fiches qui normalement valident tous les matériaux biosourcés du CSTB ne sont pas suffisantes pour faire garantir. Ça pourrait se retourner contre le concepteur. Surtout, il faut que le concepteur, il ait en tête qu'il faut un avis technique avant le DTU. Un avis technique favorable, ça va. Mais par exemple, une enquête de technique nouvelle. Il y a beaucoup aujourd'hui de produits, notamment dans le photovoltaïque, qui sont sous enquête de technique nouvelle. C'est la première fois qu'on met en œuvre le chantier. Alors, on le suit, etc. Mais on n'a pas de recul parce que c'est le premier chantier. Même au bout du deuxième, même au bout du troisième, ça ne fait pas une règle, ça, hein. Donc, les maîtres d'œuvre doivent être vraiment très, très, très attentifs à cela. Parce que derrière, c'est la durabilité, c'est la bonne tenue dans le temps du bâtiment. Ça existe tout ça. Je dirais que ça ne nous fait pas peur, parce que théoriquement, si chacun connaît bien l'environnement technique, technologique et juridique, il suffit peut-être de le rappeler, hein. C'est peut-être ça sur lequel il faudra appuyer avec les concepteurs, c'est sans doute même certainement cela. Pour moi, il y a pas de sujet. Par contre, il y a un vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de mise en cause des fabricants. Or, on a de plus en plus, avec ces enquêtes de techniques nouvelles et tout, des fabricants qui disent ben voilà, essayez ce nouveau produit, il est merveilleux, il fait tout, etc. Et l'entreprise de bonne foi, même le maître d'œuvre de bonne foi, il se dit ah bah oui, c'est bien vendu, il y a une fiche, ça ressemble, c'est pas un DTU, c'est pas un avis technique, mais c'est expérimental, allez, ça a l'air bien foutu. Je lui fais confiance et je conçois et je pose avec. Quand il y a un sinistre, le fabricant, il n'est plus là parce qu'il n'est pas mis en responsabilité. Et le concepteur et l'entreprise qui a posé, ils restent seuls responsables. Là, pour nous, c'est un point d'attention pour faire évoluer éventuellement les choses. Est-ce que Ouais. vous avez eu déjà des litiges où il y a des choses liées aux fabricants? Alors, je pense à des plaques de plâtre, je pense enfin, à des choses qui sont des revêtements extérieurs ou des nouveaux fluides avec les nouveaux tuyaux, avec les plastiques associés, enfin des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu des remontées particulières? Oui, oui, depuis un certain temps déjà, hein. Alors, l'AQC trace très bien cela, hein, et puis nous aussi, pour le coup, hein, on est en alerte. On a des experts un peu partout en France, ça c'est notre force. Alors, par exemple, il y a quelques années, il y avait un fort entrisme des Chinois pour tout ce qui était réseau de chaleur, les vannes, etc. On a eu des sinistres en pagaille sur les vannes chinoises qui étaient en plastique, qui ne tenaient pas, etc. Avec des réseaux fuyards dans tous les sens. On a eu des problèmes à un moment donné avec boîte de cellulose dans laquelle on avait changé la composition et on avait mis de l'ammoniac. Et évidemment, il y avait Pour, de pour- fortes, voilà, pour les hein, purifier, pour les purifier. voilà, pour les Bon, purifier. Bah oui, mais le oui, problème, c'est qu'on testait et voilà, hein. oui, à la chaleur, l'ammoniac ressort. Voilà, donc la qualité, il y avait un vrai problème de qualité de l'air Qualité de dans l'air. les maisons, hein, et on a dû indemniser, hein. Donc pendant ce temps-là, on sort les gens de la maison, etc. On suit de très près tout ce qui est fibre de bois, fibre de béton, ça, on le suit de près. Tous les nouveaux matériaux nécessitent qu'on ait des points. Quand finalement le fabricant s'implique dès le départ, Mm. hein, et accompagne complètement le constructeur, y compris sur le chantier, il y a de très très bons résultats. Mais encore une fois, alors il faut par exemple que le constructeur il soit vraiment parfait, parce que le problème, c'est sur les points singuliers avec des pénétrations d'humidité, etc. Mais quand c'est bien posé, quand tout est respecté, c'est extrêmement intéressant, hein. Nous, ça ne nous fait pas peur, hein, mais encore une fois, il y a tout un tas je dirais, de démarches à respecter, hein. Et une fois qu'on les a bien intégrées et qu'on suit cela sans problème, ça peut évoluer dans le bon sens, quoi, hein. Alors, sur la deuxième item que tu as illustré, sur donc d'autres formes de logement, des pièces différentes adaptées donc à la Ouais. typicité des publics, le mélange des populations, quelle est, vous, votre réflexion là-dessus?
Parce que effectivement, quand on s'interroge sur cette thématique, hein, l'évolution du logement et donc versus Ouais, habitat, on s'interroge ouais. bien sûr et on a envie de revoir des cœurs de ville qui se dynamisent. On a envie que l'urbanisation soit totalement repensée pour retrouver un peu les terres fertiles. Qu'est-ce que vos groupes techniques et puis les gens qui travaillent avec vous font remonter autour de ça? Sur, finalement, ça c'est tout le champ de la rénovation, Ouais. hein. C'est-à-dire réinvestiguer les cœurs de ville, qui sont désertés, hein, dans beaucoup Mmh. de régions françaises, comme tu le disais, hein, on a étendu, autour des villes, en périphérie, là maintenant il faut réinvestiguer le cœur de ville. Nous, ça ne nous pose pas de problème particulier si, encore une fois, on va accompagner, le constructeur, le bureau d'études dans le rappel, des règles techniques pour bien rénover, quoi. Alors après, on a travaillé par exemple avec Pôle Habitat qui, travaille plutôt alors là sur la rénovation de maisons individuelles. Finalement, leur réflexion a été de nous dire, et c'était notre première étape, avec eux, ben, on va de plus en plus proposer finalement de rénover des vieilles maisons individuelles, voire de faire une petite extension, hein, à l'occasion, voilà, surélever ou, rajouter une pièce ou transformer le garage en pièce. Ce qui nous manque dans ces cas-là, c'est d'avoir des garanties comme le neuf pour que celui qui a le choix entre rénover une maison ou faire construire une maison, que ce ne soit pas un problème, qu'il ait le même type de garantie, que finalement ce soit aussi sécurisant pour le maître d'ouvrage, pour le futur maître d'ouvrage, l'acquéreur, de manière donc on a réfléchi et on a délivré un contrat tout en un où on a finalement dupliqué les garanties du neuf sur des garanties de rénovation. C'est-à-dire qu'on a apporté par exemple l'ADO. Aujourd'hui, c'est très difficile quand on est un maître d'ouvrage, qu'on a acheté une maison, de trouver une DO quand on veut rénover la maison de fond en comble, hein. On a même apporté une caution de bonne fin de travaux, c'est-à-dire que le rénovateur, hein, on peut appeler ça, c'est soit une entreprise générale de grosses œuvres, soit un CMiste finalement qui a ouvert un département. Il va aussi apporter une caution de bonne fin pour dire à son client comme ça, voilà, même si quelqu'un fond les plombs dans l'entrefaite, votre maison, elle sera finie. Finalement, on a dupliqué au neuf les garanties. Est-ce que vous êtes les seuls assureurs? Ça, je trouve que c'est une initiative justement extrêmement positive, Ah bon. pour aller, pour aider à aller vers reprendre en main, les logements anciens, et les rénover. Est-ce que c'est la tendance chez les assureurs ou c'est vraiment une particularité de la SMA? À ma connaissance, pour le moment, on est les seuls. D'accord. Et là, Jean-Luc, on va aller plus loin parce que là, je te citais le cas des maisons individuelles. Après, il y a tous les bâtiments, les copropriétés, hein, qui n'a pas vu, hein, dans sa ville ou une ville de province qu'il fréquente, tout un bâtiment avec en pied d'immeuble un commerce et puis des logements au-dessus qui sont en désuétude, etc. Donc demain, on fait la même chose avec. Donc ça, c'est vraiment pour initier. Et pour l'instant, on est les seuls. Mais ça, je dirais que c'est le fruit en fait de notre proximité avec les professionnels, le fait qu'on échange beaucoup, hein. J'avais expliqué la dernière fois qu'on avait dans nos instances, on implique nos sociétaires, hein, les professionnels, les fédérations dans nos instances. On a à cœur de vraiment dialoguer beaucoup avec eux pour pouvoir justement se projeter et de leur dire, bah voilà, compte tenu de toutes les évolutions, compte tenu de ce que la société attend de nous, comment on peut travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Et D'accord. ça manque un petit peu avec Sinov, ça. Ça pourrait être l'objet d'un Mmh. groupe de travail avec Oui, Synovaction justement tout parce à fait. que Sur tous les sujets qu'on vient de citer, mais le logement de demain, c'est ça, c'est des nouveaux produits, c'est des nouvelles façons de construire, c'est une autre manière de penser le logement, c'est de la réhabilitation avec du réemploi de ça plutôt que du neuf. Et évidemment, alors ça interroge tous les métiers parce que ça nécessite d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus professionnel dans ses gestes, dans la manière, et puis ça nécessite de encore plus travailler avec les autres. comment tu l'appellerais, cette intention de travailler avec Sinov si moi je veux en parler au comité de direction? C'est le logement de demain, c'est d'autres formes, voilà, de construction, c'est moins de neuf, plus de rénovation, c'est des produits différents, c'est de la préfabrication. Pour vous, c'est aussi quelque chose qui va bouleverser un petit peu votre approche et comment nous, on peut travailler avec vous pour anticiper cela. Et puis sans compter qu'on est très à la pointe, donc comme je te le disais, sur toutes les réflexions sur,
réemploi, recyclage, donc biosourcé. On partage énormément avec tous les groupes de travail qui peuvent être mis en place par le CSTB, l'ADEME, les fédérations. Enfin, on essaie d'être moteur sur le sujet pour faire avancer, hein, tout simplement. Bien Hein. sûr. Et quand tu fais allusion donc, effectivement d'autres formes de logement, avec Oui, des pièces qui seraient différentes selon la typologie du public, sachant que dans le premier ouvrage, hein, on avait illustré des familles de 4 personnes qui après se retrouvent 2, donc le logement a besoin d'être redimensionné peut-être pour louer une pièce, la colocation, la pandémie, on avait déjà anticipé puisqu'on parlait déjà du télétravail à la maison qui a apporté des contraintes. Quels sont les axes sur lesquels vous travaillez qui pourrait aider, alors encore une fois, soit aller vers des éléments facilitateurs tels que tu viens de le citer, hein, être caution, permettre l'application d'une DO du neuf ouais. vers le vieux. Quels sont les éléments facilitateurs pour donner envie d'aller vers ces formes de construction ou quels seraient les déterminants qui permettraient effectivement d'être, le mot innovant, tout le monde le refuse, de faire de l'expérimentation. Bah, aujourd'hui, ils ont lancé là le permis d'expérimenter, hein, où finalement ça pourrait être porté un petit peu plus en avant, mais ça nous semble, être un bon élément. Après nous, c'est toujours, la technique, la technique, la technique, hein, avant tout la technique, hein. Donc, si on parle de logement évolutif, on évolue aussi vers de la réversibilité, hein, finalement, des Ouais, bâtiments, hein. Il faut revenir aux fondamentaux qui sont, un bâtiment bien conçu et bien construit, en respectant les règles. Aujourd'hui, je n'ai pas identifié de points qui doivent être évolués dans la réglementation. Je pense comme toi qu'il y en a plutôt un peu trop. Il faudrait peut-être un peu simplifier les choses finalement, hein. Et puis, le sujet pour nous, par rapport à ça, c'est la qualité de l'air. C'est un point dur. Quand on diminue, quand on agrandit les pièces, quand on les recoupe, si on n'a pas bien dimensionné, la ventilation, quand on est beaucoup dans l'appartement, si enfin, il y a plein de choses par rapport à ça. Quand on emploie des matériaux de mauvaise qualité, enfin, c'est, le bien construire, c'est aussi, la santé. Moi, ok. c'est ça qui me nous, ça nous fait peur, hein. Comme l'amiante, un Ouais. peu comme l'amiante. Pour le coup, la réglementation sur la ventilation, elle a pas bougé depuis 1982. Est-ce qu'autour du logement, de l'habitat connecté, vous Mmh. avez aussi des interrogations, Oui, oui. puisqu'on On parle de travaille santé? beaucoup. Oui, tout à fait, on travaille beaucoup, là-dessus avec, bah, notamment, tout ce qui est génie climatique, FFIE, hein, les électriciens. Parce que ce qu'on appelait avant la domotique, hein, c'est ni Hmm, plus ni moins que ça, hein, c'est ça, finalement, oui. avec une connexion à distance qui permet de commander. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, effectivement. Eh bien, on est derrière, on est dans toutes nos réflexions qu'on mène sur les cyberrisques, sur l'attaque à distance, la prise en main à distance de la maison et qui fait que, par exemple, on va couper, la ventilation, on va baisser tous les volets, on va, voilà et hein, la maison de retraite, ou l'école, elle va se retrouver dans le noir parce que tout sera fermé, alors que c'est en plein jour, que les élèves sont là. Tout ça parce qu'il y a du hacking, quoi. Donc, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit aussi beaucoup. Bon, Et puis, on réfléchit parce que bah, derrière tout ça, si c'est mal conçu, si c'est hackable, on se dit que ça peut être une impropriété à destination. Et donc, ok. mettre en cause la responsabilité de l'électricien, par exemple, qui a conçu le système de domotique et qui ne l'a pas protégé d'attaques extérieures. Et le bail amphithéotique, effectivement, donc dans les échanges que j'ai pu avoir avec les sociologues urbains, donc qui mettaient plutôt en cause les collectivités, hein, qui finalement rentabilisent aussi le parc foncier, plutôt qu'avoir une réflexion de responsabilité sociétale pour ben, éviter de faire du mitage, afin avoir un peu une approche collective. Pour vous, les pistes ou les éléments de réflexion, c'est quoi? Si on s'en tient à notre rôle d'assureur, construction assureur DO, ça ne pose absolument aucune difficulté. On a déjà les outils pour aborder cela et y répondre. Il y a déjà des bailleurs sociaux qui le font, qui démembrent finalement la propriété du foncier avec le reste. Ça ne nous pose aucun problème. Que ce soit l'assurance construction ou l'assurance de l'immeuble, hein, habitation ou l'assurance, elle répond à cela. Il y a à bien le connaître, à bien comprendre, mais pour nous, ça n'entraîne pas de bouleversement
en termes de réponse assurantielle. Est-ce que pour vous, c'est vraiment des pistes au caractère expérimental et à faire des choses assez innovantes ou pas? Je pense que ça peut répondre à des besoins d'une telle ou telle collectivité quand, c'est cher, par exemple, qu'on ne s'en sort pas, qu'il faut que les gens puissent vivre, hein, et vivre si possible, se loger, si possible pas trop loin de leur travail. Je pense que c'est des bonnes réponses. J'avais quelqu'un qui disait la loi Elan, finalement, elle a été imparfaite. Il faut qu'on réfléchisse effectivement à permettre donc demain à aller vers l'accessibilité du logement au sens large et l'urbanisation. Et je le sentais prêt à écrire des choses par rapport effectivement à la gestion du territoire, voilà, à l'impulsion sur les collectivités. C'est vrai que c'est pas trop ici dans la maison de notre réflexion, quoi. Ça, hein, c'est pas voilà. On suit cela évidemment, hein, on est en alerte parce que mais on n'est pas tourné vers ça. Finalement, là, on laisse faire les professionnels, quoi, Ouais. hein. Si le logement est bien conçu, il est bien adapté aux personnes qui vont y vivre dedans, s'il évolue bien, hein, si, la qualité, d'exécution, elle est là et on en parle beaucoup d'ailleurs, hein, en ce moment, hein, de la bien construire, bien, alors après le rapport, Girometti, là, il y a quand même des grosses failles, hein. Quiconque a passé un peu de temps dans son logement pendant, ne serait-ce que pendant le confinement, Mmh, fait exactement le même constat, les problèmes de bruit intérieur, mmh. hein, les problèmes d'odeur qui remontent d'un appartement à l'autre, les problèmes de petites fenêtres, hein, de manque de balcon, voilà, de plafonds qui ne sont pas assez hauts avec des pièces finalement, très étroites, c'est vrai qu'on a tendance à faire des chambres de 10 mètres carrés plutôt que 15 ou 13 mètres ou 14 mètres carrés, mais que tout le monde balaye devant sa porte, hein, aussi, hein. Mmh. Bien construire, c'est aussi de donner des logements dans lesquels on va pouvoir, vieillir. Il y a la famille qui se transforme et puis il y a aussi la personne qui se transforme. Et la Exactement. fin de vie, Mmh. elle doit être pensée, Fabienne, merci très bien. beaucoup. Merci beaucoup pour l'échange, c'est très intéressant. J'espère Bon, que j'ai, non, mais apporté c'est ah ben, quelques idées. oui, tu as vu, je les ai reprises, hein.